Pour l'adjudant-chef Moussa Nebié dit Rambo, ce membre de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, faisait partie des éléments recherchés par la justice militaire burkinabé après le putsch manqué de septembre 2015. Il avait trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Rambo a été arrêté par les services de sécurité ivoiriens, extradé vers le Burkina. Il est arrivé aux environs de 20h hier à Ouagadougou. Avec lui, deux civils, Abdul Karim Sawadgo et Ali Kone. Et puis dans ce journal, on s'arrête longuement sur la question des logements sociaux. Ce programme a suscité des espoirs de logements décents chez de nombreux Burkinabés. Des dizaines de milliers d'inscrits, juste une poignée de bénéficiaires. Mais paradoxe, sur le terrain, à Basseko notamment, les logements attribués depuis des années ne sont toujours pas habités. Images, explications et commentaires dans ce journal. Nous recevons un spécialiste. 7,5 millions d'électeurs aux urnes, nous sommes au Niger. Ce sont des élections présidentielles et législatives couplées. Les bureaux de vote se sont refermés ce soir et visiblement l'affluence était au rendez-vous. Reportage à suivre. Nous retrouverons dans ce journal notre envoyé spécial depuis Niamey pour un point complet de cette journée électorale. En Centrafrique, par contre, le verdict des urnes est tombé hier. Faustin Archange Touadéra est élu président avec plus de 62,5% des voix. C'est une surprise, aucune surprise en revanche. En Ouganda, Yoweri Museveni rempile pour un nouveau bail de 5 ans. Il est crédité de plus de 60% du suffrage. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Fin de cavale pour l'adjudant-chef Moussa Nebié dit Rambo. Ce membre de l'ex-régiment de sécurité présidentielle était recherché par la justice militaire après le putsch manqué de septembre 2015. Il avait déserté l'armée et trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Rambo a été arrêté par les services de sécurité ivoiriens. Extradé hier vers le Burkina, il est arrivé aux environs de 20h à Ouagadougou. Avec lui, deux civils, Abdul Karim Sawadgo et Ali Kone. Selon le gouvernement, cette opération fait suite à l'engagement pris par les autorités burkinabées et ivoiriennes de travailler en étroite collaboration pour la sécurisation des deux pays et de l'ensemble de la sous-région. Il s'appelle Adama Séré. Depuis hier, c'est lui le nouveau leader du Rassemblement des écologistes du Burkina. Il a été désigné par les militants du parti au cours d'un congrès extraordinaire qui s'est tenu à Ouagadougou. La page Ram Ouedraogo se tourne. Le leader historique des Verts avait annoncé son retrait de la tête du parti et de la scène politique en décembre. Premier objectif du nouveau président, une participation honorable aux prochaines élections municipales. Nongba Kouda et Moukoun Dabiré. Nouveau président du RDBF, Rassemblement des écologistes du Burkina Faso. Il est porté à la tête du parti par les délégués venus des 45 provinces du Burkina. Le nouveau bureau, composé de 30 membres, est appelé à insuffler un nouveau dynamisme au parti pour le combat futur, avec en toile de fond les élections municipales prochaines. Le défi est donc grand et les responsabilités énormes. Faire une participation honorable, tel est en fait notre objectif parce que comme vous le savez, le délai qui nous est donné est très infime, mais nous allons faire le maximum pour que là où nous avons des militants, là où partout nous pensons que nous devons porter notre idéologie, nous allons faire en sorte que nous ayons des candidats pour en tout cas relever le score du parti qui est un score de 7 conseillers municipaux, les dernières municipales. Désormais de l'opposition, le RDBF dit tirer le son des élections passées et ses responsables ont pris la résolution de travailler sans relâche en vue de le positionner pour les échéances de 2020. Pour cela, le parti veut compter sur sa principale force, qui est la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, il faut dire que nous avons donc pris des engagements en ce qui concerne donc la mise en place des structures au niveau donc décentralisé, notamment au niveau des arrondissements, secteurs et au niveau des villages également, pour que nous puissions avoir des orientations, une base de données. Face au phénomène du changement climatique, les Verts ont proposé l'expérimentation du projet des écologistes. Le RDBF a félicité le gouvernement pour avoir pris en compte dans son programme la question de l'énergie verte et l'implantation de l'énergie solaire. Je vous le disais en titre, c'est une journée électorale au Niger. 7,5 millions d'électeurs appelés aux urnes pour choisir leur président et leurs représentants au Parlement. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin et l'affluence était au rendez-vous. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, est en lice avec 14 autres candidats. Il a voté ce matin à Niamey. Roger Kam et Arkiteda. Il fait jour à Niamey. Aujourd'hui, c'est jour de vote.
pour tout le Niger. Les Nigériens ont pris très tôt d'assaut les différents bureaux de vote. Ils entendent écrire une nouvelle page de la démocratie pour leur pays. Je souhaite que ça se passe bien, dans la sincérité, dans les normes et sans problème. Nous souhaitons. Nous sommes tous des Nigériens. Tout celui qui gagne, c'est bien, c'est le Niger qui a gagné. Le développement du pays, et l'amélioration des conditions On souhaite vraiment ce changement dans ce pays et que le meilleur gagne. Et donc à tenir vraiment à leur promesse. Ce sont au total 7 500 000 électeurs répartis dans 25 000 bureaux de vote disséminés à travers le territoire nigérien. Ils sont appelés à élire le président de la République parmi les 15 candidats et voter 171 députés pour l'Assemblée nationale. Le président sortant et candidat à sa propre succession a voté ce matin à Niamey. Mahamadou Issoufou dit être sorti pour accomplir son devoir citoyen. Le Niger a besoin d'institutions démocratiques fortes et stables. Et j'espère que les scrutins d'aujourd'hui, présidentiels et législatifs, vont permettre de renforcer ces institutions. Et je souhaite bien sûr que ces élections se déroulent dans la paix, que ces élections se déroulent dans le calme. À en croire le président de la CENI du Niger, Maître Ibrahim Boubé, tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure indiquée, soit de 8h heure de Niamey et 7h GMT, et le matériel électoral serait en place dans tous les différents bureaux de vote. Et puis nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial à Niamey, Nyarkité Da. Bonsoir Nyarkité. Jean-Emmanuel Ouedraogo, bonsoir. Alors dans l'ensemble, dites-nous comment s'est déroulée cette journée électorale. Oui, il faut dire que l'affluence était de taille depuis le matin jusqu'au soir. L'affluence s'est même maintenue et c'était même chaud au niveau de certains bureaux de vote pour la fermeture des 10 bureaux, comme ce fut le cas au complexe scolaire Issa-Béry, où sont logés 4 bureaux de vote, mais finalement tout est vite rentré dans l'ordre et les décomptes ont même commencé. Alors, est-ce qu'il y a eu des incidents? Oui, et quelques incidents. Vous savez, en de pareilles organisations, les incidents, ils n'en manquent pas. Donc, il y a eu quelques incidents, c'est-à-dire l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, dû essentiellement au manque de matériel, notamment encre, notamment des papiers, ou même des délégués des bureaux de vote qui sont absents. Donc, mais dans l'ensemble, je pense que les candidats de l'opposition et même du pouvoir ont tous apprécié la bonne tenue de ce scrutin, de même que les observateurs nationaux et internationaux, DPC, ou si vous voulez, accrédités au Niger pour ces élections, tous apprécient en tout cas positivement la tenue de ce scrutin et regrettent quand même ces quelques incidents dont nous parlions tantôt. Et ce soir, dans quelle ambiance se fait le dépouillement? Dans une atmosphère quelque peu tendue quand même, il faut le dire, Emmanuel. Vous savez que la campagne a été menée sur fond de tension. D'un côté, on a le pouvoir qui clame un coup KO, et de l'autre côté, on a l'opposition qui parle d'un coup dehors. Donc, cela se ressent au niveau du dépouillement parce que les délégués sont quelque peu surchauffés. Et dans la salle, en tout cas, les échauffourées, c'est ça qu'on entend abondamment. Bon, ce qui est sûr, le CRC aussi s'est invité dans la danse en faisant un communiqué cet après-midi, en appelant les journalistes et communicateurs accrédités au Niger pour ces élections, que ce soit les journalistes nationaux et internationaux, à respecter scrupuleusement les tests, les engagements qui ont été pris, c'est-à-dire à communiquer les résultats qui seront donnés par la CENI et non donner les résultats eux-mêmes. Ensuite, un autre communiqué du gouvernement qui interdit toute manifestation, en tout cas ces dernières heures ici au Niger. Et par là justement de ces résultats, est-ce que la commission électorale a donné une date à laquelle on pourrait espérer avoir les résultats complets? Il faut dire que cette nuit, c'est la nuit électorale sur toute l'étendue du territoire nigérien. À Niamey, la nuit électorale sera organisée donc au palais du congrès de Niamey. Et c'est là-bas le quartier général de la CENI. Tout le monde est invité, y compris les journalistes. Et c'est à partir de là-bas donc qu'on aura les premières tendances. Merci Nyarkité Da pour toutes ces informations.
Les Nigériens du Burkina ont également voté. Ils sont environ 2500 inscrits sur les listes, environ 1000 à Ouagadougou. 3 bureaux de vote ont été ouverts au consulat du Niger. Un scrutin qui s'est déroulé sous l'œil vigilant des observateurs. Konsoun Koulibaly, Aruna Mare. Ce dimanche 21 février est une journée électorale au Niger. À l'instar de leurs compatriotes, c'est ici au consulat de leur pays, situé sur l'avenue Yenenga, que ceux vivant à Ouagadougou accomplissent leur devoir civique. Tôt ce matin, cartes d'électeurs en main et en file indienne, ils attendent leur tour de vote. Amadou Chambou, 51 ans, réside au Burkina depuis 2008. Il vote pour la première fois au Faso. Les préoccupations, bien sûr, sont les préoccupations du peuple nigérien, à savoir assurer leur sécurité, leur bien-être humain, leur bien-être social. Dans ces 3 bureaux de vote visités au consulat, l'on note la présence d'observateurs et des délégués des partis politiques. Les conditions, disent-ils, sont réunies pour permettre à leurs compatriotes au Burkina de bien voter à ces élections générales. Tout se passe très bien, comme vous le constatez. Les Nigériens n'ont pas l'habitude de voter dans les diasporas. Le vote, c'est toujours limité au niveau national. Mais cette fois-ci, on a décidé de faire voter nos Nigériens qui sont à l'étranger. La seule anomalie que j'ai pu constater, c'est l'ouverture tardive des bureaux de vote. Un qui était ouvert à 7h50, l'autre à 7h53 et le dernier à 7h55. La diaspora nigérienne a droit à 5 députés. Au Burkina Faso, 14 partis politiques sont en lice pour la présidentielle nigérienne et 4 pour les législatives. 1083 électeurs sont inscrits dans les 3 bureaux de vote. Pour l'ensemble du territoire burkinabé, ils sont environ 2500 inscrits dans 8 bureaux de vote. La fermeture est prévue ce soir à 18h. Une fermeture qui a certainement eu lieu. Et puis, comme on va le voir sur les images, les Nigériens vivant à Fadangourma ont pu également accomplir leur devoir sans problème. La ville accueille une forte communauté de Nigériens. À présent, on ouvre une large page consacrée à la question des logements sociaux. Disposer d'un chez-soi pour vivre dignement, c'est le rêve premier de la plupart des jeunes travailleurs du Burkina et cela se voit à travers les chiffres. En 2009, le ministère de l'Habitat a reçu 30 000 demandes rien que pour la première souscription au programme 10 000 logements sociaux. Alors, question, comment se fait la sélection des bénéficiaires? Réponse dans ce reportage de Ibrahima Sombier et Pascal Canet. Samba Diallo est un homme heureux. Depuis 2015, le jeune fonctionnaire est propriétaire de cette cour, sise à la cité de Bassinko. Son cadre de vie s'est nettement amélioré depuis qu'il a aménagé dans ce logement social. Mais pour en arriver là, ce fut un véritable parcours du combattant pour respecter les procédures d'attribution fixées par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. En 2009, j'avais lancé une souscription, mais à laquelle je n'ai pas pu participer. Et quand ils l'ont relancé, je crois que c'était en début 2013, mais là j'ai souscrit et il y a eu le tirage au sort. J'étais sur la liste d'attente. Après on m'a appelé. Voilà comment j'ai été attributaire de cette villa. Pour être attributaire d'un logement social comme lui, il faut d'abord exprimer les besoins en s'inscrivant dans le répertoire des demandeurs de logement social du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. S'ensuit alors une longue procédure de sélection impliquant le ministère de l'Action sociale et la Banque de l'Habitat. Mais attention, pour espérer être sélectionné, il faut a priori répondre à des critères prédéfinis dans la politique de logement social. Le logement social, c'est un logement dont la réalisation est prise en compte par l'État, c'est-à-dire que c'est du logement aidé. Ceux qui ont accès à ces logements, c'est une catégorie de Burkinabés dont les revenus sont modestes. Au départ, c'est cette population cible qu'on avait visée. Le premier texte, c'était le revenu maximum, c'était 5 fois le SMIC. Vu la forte demande et vu aussi l'offre, c'est-à-dire qu'à partir des différents secteurs, en fait, on fait une présélection qui, par rapport aux tranches de logement réalisées, en fait, il y a des listes qui sont transmises au niveau de la Banque de l'Habitat. Et à partir de là, maintenant, la banque va étudier chaque dossier, notamment en contactant les demandeurs. Et à l'issue de ça, maintenant, la banque nous retransmet en fait, les listes définitives
pour le traitement. Rien que pour la première session des inscriptions, le ministère de l'Habitat a reçu plus de 30 000 demandes, nettement au-dessus de l'offre. Le tirage au sort est donc la méthode préconisée pour départager les demandeurs. Quant à l'honnêteté du système de sélection, le secrétaire général du ministère de l'Habitat se veut formel. Si vous fraudez à une banque, c'est adossé à une banque, vous n'êtes pas titulaire, vous n'avez pas de compte à la banque de l'habitat, je ne vois pas comment vous pouvez passer. Reste que depuis le dernier tirage au sort de 2013, les candidats attendent toujours le prochain et cela fait près de 3 ans déjà que ça dure. Beaucoup de demandeurs, seule une poignée de chanceux a le sourire au bout avec un logement clé en main. Seulement voilà, des années après les attributions, un tour sur le site de Basenco et ce paradoxe qui saute tout de suite à l'œil, l'immense majorité des logements sont encore vides. D'aucuns estiment qu'ils ont été attribués à des gens qui ne sont pas véritablement dans le besoin. Les attributaires, eux, se défendent. Toutes les conditions ne sont pas réunies sur le site. Explication Gérard Sommet, Frédéric Etienne, Basenga. La cité de Basenco, dans la partie nord de la ville de Ouagadougou. Quand on s'y promène, l'une des choses les plus frappantes, c'est la proportion de maisons inhabitées. Plus de 80% de ces logements destinés à des personnes dans le besoin sont vides. Nous avons cherché alors à comprendre, c'est le regard du 20h. Daniel est qualifié dans cette cité de Basenco de premier habitant. Depuis maintenant 2 ans et demi, il a aménagé dans ce logement qui lui a été attribué par l'État. À la limite de l'énervement, il nous explique pourquoi la cité est vide. Ces maisons que vous voyez tout au long comme ça, tout ce lot-là, ce sont des lots qui ont été attribués à des femmes qui sont bien logées en ville. D'autres à Ouaga 2000 ou d'autres qui sont très bien logées au centre-ville là-bas. Ces femmes ne vont jamais, n'est-ce pas, quitter le domicile de leur mari pour venir loger dans la cité sous prétexte que non, voilà, elles ont des maisons ici. Moi, je pense que c'est une mauvaise politique, en ce sens que les maisons n'ont pas été attribuées à ceux-là réellement qui étaient dans le besoin. Si pour Daniel, les propriétaires de ces logements ne sont pas dans le besoin, certains par contre pointent du doigt le caractère inachevé de ces logements et c'est le cas de Rokia, venu faire un tour dans la propriété de son mari. Mais bon, si le mur était quand même haut, on peut dire que bon, ça va un peu quoi. Ça, parce que si le mur, déjà, il y a comment on appelle, le fer des choses là, la sonabelle. Donc si le mur était haut, si tu as l'eau, tu as l'électricité, tu peux déménager et puis maintenant faire le reste. Mais quand on t'attribue la maison là, il faut un minimum pour pouvoir déménager. Il faut des retouches pour pouvoir déménager. Ça, elle n'est pas la seule. Herman, que nous avons joint au téléphone, est propriétaire d'un logement construit par un privé qu'il n'habite pas. Son absence dans ce logement, il l'explique par le fait que l'entreprise en question n'a pas tenu ses promesses. Notre problème là, c'est qu'il n'y a pas de l'eau. On n'a pas de l'eau potable. Et puis en saison de pluie aussi, il n'y a pas de voie. C'est un peu difficile, c'est pourquoi. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. L'électricité, ils nous ont promis, ça, c'est pas grave. C'est l'eau, là, le vrai problème, là. Et puis la voie. Voici la route en question qui mène à la cité de Basenco. Ici, pas besoin de jeter des courriers pour savoir qu'en saison pluvieuse, le passage est difficile. Cette voie d'environ 2 km, sans habitation aux abords, fait également peur à la tombée de la nuit. Il faut s'orienter avec les quelques phares d'engins à 2 roues. Une insécurité totale et le propriétaire de cette maison n'en dira pas le contraire. Hassan Diko, vigile chargé de la sécurité du bloc voisin que nous avons rencontré, nous explique le calvaire de l'infortuné. La villa que nous voyons là, le monsieur avait rejoint, intégré sa maison, mais après un cambriolage, les bandits sont venus prendre certains effets. Et après ça, il est reparti en ville. Et voilà qu'ils sont venus arracher maintenant les portes, les ouvertures de la villa. Du côté des logements sociaux situés à l'ouest de la cité, le constat là aussi est peu reluisant. Regardez ce bloc de logements. Tout a été emporté. Des maisons qui n'ont plus de portail, de portes, de fenêtres, même les cadres ont été enlevés.
On a toujours le problème d'insécurité à nos autorités. On n'a jamais eu gain de cause. Et on nous agresse. À plusieurs reprises, on a agressé des gens à l'entrée de la cité et à l'intérieur même de la cité. Il y a aussi le problème d'accès aux soins. Grâce au PSUD, un centre de santé a été construit, mais il est toujours vide aux grandes dames des habitants. Pour l'administration, toutes ces difficultés sont liées à la jeunesse de cette cité. Les espaces sont réservés et tout devrait venir avec le temps. Et dans l'urgence, on a commencé d'abord par la réalisation des logements, mais il reste entendu que l'assainissement global et la construction définitive de la cité, c'est un processus. C'est en partenariat avec chaque département ministériel qu'on doit coordonner pour que chacun soit présent à Basseko et que chacun puisse accomplir pleinement sa mission. Cela dit, des travaux d'assainissement, ça et là, sont en cours, mais n'avancent pas selon les habitants de la cité de Basenko. Face aux difficultés d'accès au logement pour la... Voilà, et pour tous les bénéficiaires, la procédure pour la réception des clés de ces logements sociaux passe par l'étape de la Banque de l'Habitat. C'est cette institution créée par l'État en 2005 qui règle les questions contractuelles liées au paiement des logements. Mais certains s'interrogent, les dispositions contenues dans ces contrats sont-elles conformes au caractère social de ce programme? L'une de nos équipes a voulu en savoir davantage. Yacouba Gamene, Salifou Belem et Drissa Seré. Face aux difficultés d'accès au logement pour la majorité de la population et pour répondre à la demande sociale, les autorités ont lancé à partir des années 99 une réflexion pour mettre en œuvre un instrument financier spécialisé dans le financement du logement social. C'est ainsi que la décision a été prise de créer une banque de l'habitat qui a vu le jour en juillet 2005. Sa vocation, permettre à un maximum de Burkinabés d'accéder à un logement décent à des conditions abordables. En la matière, la Banque de l'Habitat s'est inspirée des expériences de la sous-région. Nous nous sommes orientés vers le schéma tunisien qui consistait donc à demander de l'aide bonifiée au niveau des autorités. Et à cet effet, il y avait deux options. On pouvait soit à travers une dotation à la banque, assurer le financement du logement social, ou bien à travers donc une ponction de la masse salariale. Mais après les différents scénarios que nous avons regardés, nous avons opté d'aller vers une dotation annuelle de l'État à la Banque de l'Habitat. Et c'est au regard de cette dotation que le financement du logement social est assuré. En guise de projet pilote, une première tranche de 144 logements sociaux a été réalisée et mise à la disposition des souscripteurs. Un décret définit les caractéristiques du logement social. Il obéit à un coût qui varie entre 5 500 000 francs CFA et 7 500 000 francs CFA en fonction du degré de finition. L'éligibilité au financement du logement social devait respecter 3 critères. Un apport personnel de 10%, un plafond de revenus autorisé de 8 fois le SMIC, c'est-à-dire un salaire inférieur ou égal à 240 000 francs CFA, et une domiciliation de son salaire à la Banque de l'Habitat. En plus de ces conditions, la banque applique un taux d'intérêt de 5%, considéré comme un taux social. Lorsque vous regardez, d'abord, nous sommes pratiquement l'une des seules institutions de l'UMOA à pratiquer ce taux de 5%. Et lorsque vous regardez, vous voyez un peu que, effectivement, ces taux-là sont assez compétitifs par rapport donc aux autres banques qui sont au-dessus de 6, 7. À cela, il faut ajouter l'assurance vie et les actes notariés auxquels sont soumis les bénéficiaires. Des éléments qui suscitent des interrogations sur le caractère social du logement. C'est au-delà de 10 millions parce que si on fait un calcul rapide, au minimum, les gens vont payer certainement au-delà de 15 millions. Le projet n'ayant pas peut-être été mûri comme il le fallait pour tenir compte du facteur social, a fait que finalement, on l'a lancé avec tous ces éléments qui sont rentrés en ligne de compte et qui finalement sont venus peser financièrement sur les attributaires. À la signature du contrat, une convention de crédit est remise aux bénéficiaires comme document. Aucun autre titre n'est délivré. Aujourd'hui, la difficulté majeure qui se pose à notre niveau, c'est peut-être de savoir exactement si on a un acte légal qui nous dit que nous sommes effectivement propriétaires.
C'est peut-être ça. Et comme nous sommes toujours là-dessus, on a eu à faire plusieurs rencontres avec le ministère, avec la banque, avec le centre de gestion des cités, pour qu'ils essaient de nous situer. Mais apparemment, les pourparlers sont toujours en cours parce que rien n'est élucidé. Sur cette question, les responsables de la Banque de l'Habitat ne se prononcent pas. Ils préfèrent ne pas s'aventurer sur un terrain qui dépasse les compétences de la banque. Pire, ils considèrent que les certificats d'attribution ne constituent pas des garanties pour la banque. Les bénéficiaires, eux, sont dans l'expectative. Voilà, et pour aller plus loin sur ce sujet des logements sociaux, nous recevons un spécialiste de la question, comme je le disais en titre. Il s'agit de M. Daouda Ouedraogo, urbaniste, expert international. Il est également le président du groupe de réflexion des urbanistes du FASO. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Merci. Alors, on l'a vu dans les reportages, les besoins en logement dans nos villes sont énormes et continuent de croître donc d'année en année. La réponse apportée par le gouvernement à travers ce programme de logement social est-elle la bonne? Tout d'abord, il faut dire que la politique appliquée aujourd'hui a échoué. C'est-à-dire que les besoins ont été évalués à 25 000 logements par an au niveau du Burkina et 10 000 logements au Burkina et à Ouagadougou. Et ce qu'on a constaté, ce qu'on voit à la télé, à travers votre reportage, c'est l'échec d'une politique, d'une stratégie. Je peux vous dire que le programme 10 000 logements, vous ne pouvez pas trouver un document qui donne le contenu de ce programme 10 000 logements. C'est-à-dire que c'est une idée qui a été lancée. Ça veut dire que les bases ont été mal posées déjà. Les bases ont été mal posées et on s'est lancé dans une campagne de souscription à l'époque, en 2009, qui a pu identifier environ 30 000, comme vous l'avez dit, 30 000 souscripteurs qui sont, en fait, c'est une évaluation de la demande. Malheureusement, face à cette demande, l'offre n'est pas conséquente. 10 000 logements, en réalité, on n'a pas le timing de 10 000 logements. Et donc, on peut dire à la date d'aujourd'hui que jusqu'à présent, depuis 2009 à nos jours, on n'est pas encore à 4 000 logements réalisés dans ce programme, puisqu'on n'a pas un délai de mise en œuvre de ces 10 000 logements. Et pendant ce temps, les besoins ne font que s'accroître d'année en année. D'année en année. Alors, le problème aussi qu'on a remarqué, oui, c'est la définition même du logement social. Le logement, comme le secrétaire général du ministère vient de dire, le logement social est un logement aidé par l'État. C'est-à-dire qu'il y a la contribution de l'État pour que le logement s'appelle logement social. À défaut, c'est un logement économique. Les promoteurs immobiliers peuvent s'efforcer de faire en sorte qu'on se trouve dans une logique de réduire le coût de la construction pour que le logement soit accessible. Donc, si le logement est dit social, ça veut dire qu'il doit pouvoir effectivement s'intéresser au plus grand nombre. Et le constat qu'on a fait, c'est que à la date d'aujourd'hui, avec 5 500 000 et une fourchette de 7 500 000, on se retrouve avec 15% seulement de la population du Burkina qui sont éligibles à ça. Okay, c'est 15% des ménages. On va y revenir, mais comme on l'a vu sur le terrain, alors des logements ont été réalisés. Malheureusement, des services et des infrastructures de base qui se font toujours attendre. Est-ce qu'il n'y a pas là également un problème dans la conception même de ce programme-là? Bien sûr, l'échec d'une stratégie, c'est de l'idée du projet à la conception et à l'exécution. Étant donné que nous avons une loi qui porte en code de l'urbanisme et de la construction, qui définit le logement, le lotissement comme l'opération qui consiste à diviser un terrain nu en deux et viabiliser. C'est-à-dire que le lotissement, tant qu'il n'est pas viabilisé, il ne peut pas justement répondre aux critères d'un lotissement. Ça veut dire que la viabilisation devrait précéder de la construction des logements. Et ça, c'est ce que les maires doivent faire dans les communes, c'est ce que les promoteurs immobiliers doivent faire. Et normalement, l'État qui doit assurer le contrôle justement de ces actions doit être le premier à donner l'exemple pour que nous changeons le mode d'aménagement de nos villes. Alors on l'a vu dans le reportage, certains incriminent les attributaires qui ne seraient pas vraiment les personnes dans le besoin à cause donc de cette inoccupation des logements. Alors est-ce l'État ou les attributaires à ce moment qui sont fautifs? Non, ça dit qu'on a raté les cibles. Ça dit que le logement destiné à 15% de la population, ça veut dire que ceux qui sont effectivement demandeurs de logement
n'ont pas accès à ce logement, à ce coût. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur la définition pour voir quel type de logement proposer pour le plus grand nombre. C'est ainsi que vous allez trouver sur le site des gens qui, effectivement, arrivent à mobiliser un revenu moyen de 100 000 francs par mois. C'est cette couche-là qui fait 75% de la population. Et cette population, ceux qui ont, comment dirais-je, ces revenus et qui ont accès au logement, effectivement, avaient déjà un premier logement et n'ont pas besoin de déménager sur ces sites. Finalement, le public cible des logements sociaux sont en marge de ce programme. Mais est-ce que ce n'est pas une vision un peu trop facile? Parce que peut-être il y a des gens qui sont attributaires, peut-être qui veulent bien déménager, mais il y a également cette question de la viabilisation. C'est les deux problèmes. Ça dit qu'on n'a pas réfléchi à la question de viabilisation préalable et on n'a pas réfléchi aussi au public cible. Et ça, les deux font, c'est ça qui donne ce qu'on constate comme désastre au niveau de Basseko, qui est le premier site identifié. Et d'ailleurs, je veux dire que la conception même, c'est-à-dire l'idée de projet de réunir, ça fait 1000 hectares environ le site de Basseko, réunir autant de population dans ce site, si on avait bien réfléchi, on pouvait l'éclater au niveau de la ville de Ouagadougou pour faire en sorte que le problème qu'on veut régler n'entraîne pas d'autres problèmes. Parce que concentrer cette population au niveau de Basseko, ça entraîne des difficultés de circulation qu'on connaît déjà sur l'axe. Donc, ça dit que c'est une opération qui, effectivement, a été réalisée au mépris des règles d'urbanisme et de la pratique et de l'art qui doit pouvoir, effectivement, faire un bon. Monsieur Draoué, il y a également des attributaires qui se plaignent. Les logements, avant d'aménager, il faut un minimum d'investissement. Alors que le public qui est visé est censé ne pas avoir de moyens. Alors que, bon, une fois que le logement est acquis, il faut mettre de l'argent avant de pouvoir aménager. Voilà. Là également, c'est un problème de conception même du type de bâtiment. Voilà. Ça dit que là encore, on a observé un recul. Parce que dans la pratique, au niveau du Burkina Faso, vous avez vu que nous avons eu des périodes où la Sokoji, à l'époque, a réalisé des logements. On n'a pas dit que c'est des logements sociaux, des logements économiques, mais sur des sites viabilisés. À l'époque, l'État était impliqué dans la promotion du logement. À partir des années 90, l'État s'est désengagé et laissé la pratique de la promotion immobilière au privé. Le privé cherche du bénéfice. Il ne peut pas faire du social. Et donc, c'est-à-dire que le retrait, le désengagement de l'État a favorisé justement l'absence d'une... ça a créé un vide. C'est-à-dire que le logement n'étant plus vu comme effectivement un domaine social, ça dit que c'est devenu un domaine des affaires. Et les promoteurs, vous avez vu même que la Sokoji, nouvelle version, privatisée, n'a pas encore pu produire du logement. Au contraire, ce qui a été opéré, c'est l'aménagement des espaces verts et des réserves qui étaient programmées que la Sokoji a pu transformer en logement au mépris des règles d'urbanisme. Voilà. Alors, il est clair aujourd'hui donc que la mise en œuvre pose véritablement des problèmes. Il y a également cette question du taux d'intérêt, on l'a vu dans le reportage tantôt. 5% rapporté à 15 ans ou à 20 ans, est-ce qu'on est toujours dans le social? Oui, là encore il y a un problème parce qu'en réalité, la banque de l'habitat, nous n'avons pas une banque de l'habitat au Burkina. Ce qu'on a, c'est une banque universelle qui fait tous les autres services que les autres banques font. Donc aujourd'hui, le domaine de l'habitat a besoin effectivement d'une véritable banque. C'est-à-dire une banque de l'habitat, mais une banque de l'habitat qui doit disposer certainement d'un fonds de garantie hypothécaire qui va permettre justement le soutien par rapport au crédit de ces populations. Parce que le taux de 5%, nous trouvons que c'est déjà élevé, mais moins que ça, si c'est la banque dans sa version actuelle, ne peut pas faire moins que les 5% aussi. Ça veut dire qu'il faut un autre soutien de l'État par des mécanismes de financement. Je crois que dans l'intervention du Premier ministre dans son discours a parlé de la mise en place d'une caisse de dépôt. Et effectivement, c'est une des solutions qui a été pratiquée au Sénégal et dans d'autres pays, même au Mali à côté, pour accompagner la Banque de l'Habitat dans cette tâche et même les autres banques pour pouvoir financer le logement parce que c'est des crédits long terme. Voilà, c'est des crédits long terme et les banques, dans sa logique de rentabilité, ne peut pas effectivement financer le logement moins cher que ça.
Merci M. Ouedraogo pour toutes ces informations. Merci d'être passé sur ce plateau. En rappel, l'invité de ce journal était donc M. Daouda Ouedraogo, urbaniste et expert international. Merci encore. Merci. Suite de ce journal, et on s'arrête sur la situation des hôtels, surtout en province. On prend la direction de Tinkodougou, à environ 200 km de Ouagadougou. Pour la plupart des hôtels de la ville, les comptes sont dans le rouge. Les hôteliers désignent 2 coupables. Une circulaire des autorités de la transition qui interdirait la tenue des ateliers au-delà de 100 km de la capitale, mais aussi l'État mauvais payeur. Reportage, Issa Kafando et Aruna Mare. Daouda Diawo n'est pas un inconnu dans le milieu des affaires à Tinkodougou. Cet ancien vendeur de friperie, devenu opérateur économique, est le PDG des hôtels Djamou. Avant, c'était la croix et la bannière pour se loger à Tinkodougou, nous explique-t-il. Mais à notre passage ce 10 février, sur les 99 chambres disponibles ici, seulement une vingtaine est occupée. Les causes, les voici. Ils ont pris une mesure en disant des ministères de ne plus aller à plus de 100 km pour faire des rencontres, des séminaires. Alors que nous sommes à près de 100 km de Ouagadougou, donc nous sommes carrément écartés. L'économie et les finances. On a une facture de près de 11 millions là-bas depuis une année. On a fait aller-retour au Ouaga, Tinkodougou plus de 7 fois. L'électricité aujourd'hui coupée, c'est à l'aide de ces 2 groupes électrogènes que l'hôtel est alimenté. Selon le PDG, il faut débourser environ 90 000 francs CFA par jour pour la fourniture du jus. Une situation qui inquiète le promoteur, qui dit employer une cinquantaine de personnes dont l'avenir semble en pointillé. Même s'il est question de réduire le train de vie de l'État dans la circulaire, le texte ne limite pas expressément les distances pour les ateliers et autres séminaires organisés à l'endroit des commis de l'État. À une centaine de mètres de là trône l'hôtel Thiéba, un édifice 3 étoiles qui a ouvert ses portes il y a juste une année. Selon le gestionnaire, l'hôtel avait une bonne santé financière, une santé qui a été subitement entamée par les récentes attaques terroristes. Il y a eu une baisse importante au niveau de la clientèle suite aux événements du 15. Parce que suite à cela, il y a beaucoup de nos activités qui sont allées en délocalisation et même beaucoup de réservations qui ont été annulées. À l'autre bout de la rue, l'hôtel Lafi. Derrière ce somptueux décor se cache une situation financière difficile. Les charges de fonctionnement gravitent autour d'une dizaine de millions de francs CFA et la clientèle se fait rare selon le maître des lieux. L'hôtel 4 étoiles a une capacité d'accueil de 114 lits, toutes catégories confondues, dont 10 seulement sont occupés à notre passage. Et pourtant, côté confort, l'édifice semble offrir un petit paradis terrestre aux clients. En témoigne cette suite présidentielle qui cherche preneur. Nuitée estampillée 250 000 francs CFA. Pour la relance du secteur, Fedna Gomnyubu propose. L'État aussi doit voir dans quelle mesure accompagner les investissements, les établissements hôteliers en province. Voilà, en faisant quoi, il faut souvent délocaliser. Si ces investissements sont de taille, pour abriter des conférences internationales, des marchés de budget de l'État, il n'y a pas d'avance. Voilà, c'est l'hôtel qui va supporter et les charges jusqu'à la fin de la prestation pour récupérer en tout cas et rentrer dans ces fonds. C'est un autre problème qui est là. Pourtant, la zone ne manque pas de séduire les touristes. Et Martina Toutin, qui connaît la région depuis un quart de siècle, ne dira pas le contraire. C'est super, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment merveilleux. Donc nous avons rencontré toujours la même gentillesse, la même sécurité, il n'y a aucun problème, même pas peur, nous sommes toujours là. Thiéba, Lafi et Djamou semblent être aujourd'hui dans le creux de la vague. Et l'espoir de leurs promoteurs est qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais afin que le secteur de l'hôtellerie à Tinkodougou retrouve le sourire. Cela fait exactement un an que les lecteurs le retrouvent tous les jours dans leur kiosque à journaux. Le quotidien, aujourd'hui au Faso, souffle sa première bougie, 1000 à 2500 exemplaires tirés par jour et de grandes ambitions affichées par le directeur de publication Nongba Kouda et Draman Guéné. Le quotidien aujourd'hui au Faso a 2 ans d'existence, 2 ans de vie active, pas un seul jour ouvrable sans parution. En 24 mois, le journal d'information générale comptabilise 494 numéros
avec pour objectif donner l'information vraie au lecteur. Nous avons été de toutes les batailles pour défendre les libertés d'expression, pour l'ancrage de la démocratie. Et pour tout dire, aujourd'hui au Faso a été au cœur des événements et je l'ai résumé en disant que nous avons brûlé notre part de poudre. Chaque jour, nous essayons de ne pas faire le tour de la circonférence de notre nombril. Le canard de Dieudonné Zoungrana nage dans un milieu médiatique national très étoffé. Mais le quotidien s'en sort tant bien que mal. Nous savons seulement que nous avons un lectorat qui ne fait que grossir. Bon, nous avons aussi des annonceurs. Je profite même de votre caméra pour dire merci à ce lectorat-là et à ces annonceurs qui nous font confiance. En 2 ans déjà, le quotidien a acquis son autonomie et son directeur de publication compte aborder l'avenir avec beaucoup plus de défis. Nous comptons d'abord relooker notre site pour parer aux impératifs des abonnements en ligne. Nous comptons aussi étoffer la page rédactionnelle avec de nouvelles rubriques. Bref, l'ambition du directeur de publication d'aujourd'hui au Faso est de donner beaucoup plus de satisfaction à son lectorat. Voilà, 2 ans d'existence et non 1 an. En Centrafrique, le verdict des urnes est tombé. Le nouveau président s'appelle Faustin Archange Touadéra. À l'issue du second tour, il a recueilli plus de 62% des suffrages contre 37% pour son concurrent, Anissé Georges Dologuélé. Ce dernier a reconnu sa défaite et appelé ses militants au calme. En République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a remporté la présidentielle. Les résultats du second tour dimanche dernier ont été annoncés ce samedi par l'autorité nationale électorale. Des résultats qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Ancien Premier ministre, Faustin Touadéra a recueilli plus de 62% des suffrages contre 37% pour son rival Anissé Georges Dologuélé. Ce dernier a reconnu sa défaite. Les chantiers qui attendent le nouveau président sont immenses. Il s'agit de redresser un pays après plusieurs années d'instabilité. En 2013, le chef de l'État, François Bozizé, avait été renversé, ce qui avait provoqué des violences intercommunautaires. Une situation qui a plombé un peu plus une économie déjà mal en point. En Ouganda également, les urnes ont livré leur verdict. Pas de surprise, Yoweri Museveni rebelote pour un nouveau mandat de 5 ans. Il est donné gagnant avec plus de 60% des voix. Le calme avec lequel les Ougandais ont accueilli les résultats contraste avec les incidents qui ont émaillé les 2 jours de vote. Élection chaotique en Ouganda. Ce pays d'Afrique de l'Est est aux urnes pour élire ses députés et son président. Au pouvoir depuis 30 ans, le chef de l'État actuel, Yoweri Museveni, vise un 5e mandat. Mais plusieurs incidents émaillent ce premier tour dans la capitale Kampala notamment. Tout d'abord, le principal candidat de l'opposition, Kizza Besigye, a été interpellé ce vendredi au siège de son parti. C'est la 3e fois cette semaine qu'il est arrêté par la police. À chaque fois, il a rapidement été relâché. D'autre part, des affrontements ont opposé ses partisans aux forces de l'ordre hier et aujourd'hui. Par ailleurs, hier, de nombreux bureaux de vote de la capitale ont ouvert avec plusieurs heures de retard. Au final, le scrutin a été prolongé ce vendredi dans une trentaine de bureaux de vote. Les résultats complets de la présidentielle devraient être annoncés ce samedi. Voilà, dimanche, sport, c'est devenu une coutume et aujourd'hui, c'est Mamadi Ouina du service sport qui nous rejoint. Bonsoir Mamadi. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors, 13e journée du championnat national de football de première division, le RCK a fait la meilleure affaire. Oui, le RCK a fait la meilleure affaire de cette 13e journée. Il y avait 2 matchs à l'affiche. Aujourd'hui, ASFB EFO 2 buts partout à Bobo. Et ce soir, au stade municipal Joseph Colombo, nous avons eu Kozav Iso et nous allons solliciter les images avec la réalisation. Et l'Iso qui a ouvert le score à la 35e minute sur penalty. Et Kozav qui a réussi à égaliser à la 91e minute pendant qu'on joue les arrêts de jeu. Et vous voyez le but, le gardien de l'Iso qui était sorti et qui a été surpris par ce coup franc. Un but partout entre ces 2 formations. L'Iso a ouvert le score par Adama Zoungrana à la 35e minute et Kozav par Suleiman Kwana à la 80. Suleiman Sakandé du moins à la 91e minute. Autre résultat de cette 13e journée. AS Sonabel Santos FC qui s'est joué vendredi 0 but partout. USFA Uzi 0 but partout également. Banque Sport Usco 0 but partout. BPS Majestic 2 buts à 1. RCK Ageb
1-0 pour le RCK. RCB Asfa Yenenga 0-1 pour l'ASFA. L'ASFA qui allait battre le RCB à Bobo. Et le classement, et comme je vous le disais tantôt, le RCK est solide leader avec 27 points et distance son poursuivant immédiat qui est Luso, qui a, avec le nul de ce soir, totalise 22 points. Et la surprise du chef, c'est le BPS qui monte à la 3e place avec 20 points. Et les gars sont toujours les mêmes, 15e Majestic avec 7 points et Banque Sport avec 7 points également ferme la marche et est 16e. Autre point de l'actualité sportive, avant de se quitter, la Super Coupe de la Confédération africaine de football s'est également jouée ce week-end. Oui, et c'est le tout-puissant Mazembe. Vraiment, cette équipe est toute puissante. Et tout-puissant Mazembe qui bat l'étoile Sahel de Tunisie, l'étoile sportive de Sahel de Tunisie, 2-1. Et le club de Lubumbashi remporte ainsi son 6e trophée en 7 ans. Ça fait 3 Ligues des Champions, 3 Super Coupes. C'est arrivé pour nous, Burkinabés. Voilà, en tout cas un exemple à suivre pour le club burkinabé. Merci Mamadi Ouina pour toutes ces informations. Plus de détails certainement demain au magazine des sports. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Demain à 20h, c'est une autre équipe qui vous retrouve. Bonne reprise de travail demain.